J'ai aidé un vieil homme tombé sur le trottoir, il m'a serré la main avec gratitude, et une semaine plus tard, son notaire m'a convoqué. Je ne suis pas du genre à croire aux destinées. La mienne, jusqu'à récemment, ressemblait à une longue ligne droite sans accroc majeur, ni miracle. 32 ans, livreur à vélo, coloc à 3 dans un petit 2 pièces à Montreuil, et un scooter qui démarre une fois sur deux. J'avais accepté que certaines choses n'arriveraient jamais pour moi. Les villas avec piscine, les billets d'avion sans retour, les montres hors de prix, c'était pour les autres. Et puis il y a eu ce jeudi. Je livrais une commande au coin de la rue de Belleville, un sac de burgers tièdes pour un client pressé. Il pleuvait un peu, ce crachin glissant qui rend les pavés dangereux. J'ai tourné la tête à cause d'un cri pas fort, juste une exclamation de douleur et j'ai vu un homme allongé au sol, juste devant la pharmacie. Il devait avoir 80 ans, peut-être plus. Costume beige trempé, chapeau tombé à côté de lui, et une canne en travers du trottoir. Il tentait de se redresser en vain. J'ai posé le sac de livraison à l'entrée d'un immeuble et j'ai couru. « Monsieur, ça va? Vous vous êtes fait mal ?» Il m'a regardé comme s'il sortait d'un rêve. Il ne semblait pas blessé, juste sonné. Je l'ai aidé à s'asseoir contre le mur, puis à se lever lentement. Il s'est mis à rire. Pas un rire nerveux, un rire franc, presque joyeux. On ne fait plus de jeunes comme vous. J'ai haussé les épaules, un peu gêné. Il m'a demandé mon prénom, je lui ai dit. Il s'appelait Georges. Il a insisté pour m'offrir un café, malgré ma tentative polie de refuser. 10 minutes plus tard, on était attablés dans le bistrot d'en face. Il parlait comme s'il me connaissait depuis toujours. Il avait une façon de raconter les choses, à l'ancienne, avec des détails, des silences bien placés. Il a évoqué sa jeunesse à Alger, sa femme décédée, sa passion pour les horloges anciennes. Avant de partir, il m'a tendu un billet de 20 €, en disant, pour avoir ralenti dans un monde qui va trop vite. J'ai voulu refuser, il a insisté. Il m'a serré la main, fort. Tu verras, Adrien. Tout va basculer, un jour. J'ai ri. Ce sera pas aujourd'hui. Mais c'était déjà en train de commencer. Une semaine plus tard, je reçois un appel. Numéro inconnu. Bonjour, monsieur Adrien Dupas? Maître Beaulieu à l'appareil. Je représente la succession de monsieur Georges Lacroix. Il vous a mentionné dans son testament. J'ai cru à une blague. Je me suis assis sur le bord du lit. J'ai répété son nom. Georges. Le vieux monsieur de la rue de Belleville. Le café, les horloges. Mort? Testament? Est-ce que vous pouvez passer à mon étude demain matin? J'ai dit oui, sans comprendre ce que j'étais en train d'accepter. Et cette nuit-là, je n'ai presque pas fermé l'œil. Parce qu'au fond de moi, un pressentiment étrange avait commencé à murmurer. Ce n'était pas un simple remerciement. Ce n'était pas un malentendu. C'était le début d'une histoire qui n'aurait jamais dû m'arriver. Je suis arrivé devant l'étude notariale un peu avant l'heure, trempé jusqu'aux os. Il pleuvait encore. Paris semblait vouloir souligner l'étrangeté du moment par un décor cinématographique, ciel plombé, rue brillante, trottoir déserté. La plaque dorée indiquait « Maître Beaulieu notaire ». J'ai appuyé sur l'interphone. Une voix calme m'a demandé de monter. L'étude était tapissée de livres reliés, une odeur de cire flottait dans l'air. On aurait cru entrer dans une autre époque. Maître Beaulieu était un homme à l'allure discrète, des lunettes cerclées et une voix douce. Il m'a salué poliment, puis m'a invité à m'asseoir dans un fauteuil en cuir un peu trop large pour moi. Merci d'être venu si rapidement, monsieur Dupas. J'ai hoché la tête, incapable d'articuler quoi que ce soit d'intelligent. Monsieur Lacroix est décédé samedi dernier. Mort naturelle, dans son sommeil. Il a laissé un silence. Vous êtes bien Adrien Dupas, né le 12 mars 1991 à Lille, livreur à domicile? J'ai confirmé, encore plus confus. Il a sorti un dossier et l'a ouvert lentement, comme pour me laisser le temps de comprendre que tout cela était réel. Monsieur Lacroix a modifié son testament il y a 6 jours. Il y mentionne explicitement votre nom, avec une déclaration manuscrite. Il a lu à voix haute, sans me regarder. À Adrien Dupas, qui m'a relevé sans poser de questions, et qui m'a écouté comme si j'existais encore. Je n'ai ni enfant ni proche. À lui, je lègue ce que je peux, avec la conviction qu'il en fera quelque chose. Je suis resté bouche bée.
Je me suis même demandé si j'avais halluciné. Il vous a légué l'ensemble de ses avoirs liquides, un compte bancaire et un portefeuille d'investissement, ainsi que 2 objets personnels. Il a marqué une pause, peut-être pour jauger ma réaction. Je ne disais toujours rien. Mon cœur battait trop fort pour que je parle. La valeur estimée de l'ensemble s'élève à environ 1 million d'euros. J'ai éclaté de rire. Pas un rire joyeux, mais un réflexe nerveux, absurde. C'est une erreur. Il doit y avoir un autre Adrien Dupas. Non, monsieur. J'ai votre photo. Il vous avait pris en photo, le jour de votre rencontre. C'est dans le dossier. Il m'a montré l'image imprimée, moi, tenant un parapluie au-dessus de Georges, un sourire fatigué sur le visage. Le monde a vacillé. J'étais dans une salle feutrée, en train d'apprendre que ma vie venait de basculer à cause d'un geste banal, d'un café partagé avec un inconnu. Maître Beaulieu a poursuivi, il y a une clause particulière. Il a souhaité que vous veniez voir un lieu. Un appartement dont vous héritez également. Il voulait que vous le découvriez vous-même, avant de décider quoi en faire. J'ai acquiescé sans réfléchir. Je suis ressorti de l'étude comme un homme qui vient d'apprendre une langue étrangère en 10 minutes. Je ne comprenais rien. Tout me paraissait irréel. Mais en sortant, j'ai levé les yeux vers le ciel gris, et j'ai eu cette pensée étrange. Et si tout ça était vrai? L'appartement se trouvait dans le 7e arrondissement. Rue de Grenelle, à 2 pas des Invalides. Un quartier que je connaissais uniquement de loin, celui des ministères, des hôtels particuliers, des ambassades. Pas franchement mon monde. Maître Beaulieu m'a confié une clé dans une petite enveloppe blanche, avec une adresse écrite à la main. Il m'a conseillé d'y aller seul. Ce lieu est à vous, monsieur Dupas. À vous de découvrir ce que Georges voulait vous transmettre. J'ai pris le métro, encore sonné. Arrivé sur place, j'ai levé les yeux vers la façade haussmannienne. Balcon en fer forgé, volet gris pâle, une élégance discrète mais certaine. Il y avait un code. J'ai appuyé, la porte s'est ouverte. L'immeuble était silencieux. À l'étage, une vieille plaque en cuivre portait le nom « G. Lacroix ». J'ai tourné la clé dans la serrure. L'intérieur était figé dans le temps. Pas de poussière, mais une impression de silence dense. Une vaste entrée, parquet ancien, murs couverts de tableaux, certains abstraits, d'autres visiblement d'époque. Et surtout, des horloges. Des dizaines d'horloges. À pendule, à coucou, à balancier. Chaque pièce en abritait au moins 2 ou 3. Et tout était arrêté. Les aiguilles figées à des heures différentes. Je suis resté un long moment au milieu du salon, submergé. C'était à la fois magnifique et déroutant. Chaque détail semblait avoir été choisi avec soin, les livres sur les étagères, les carnets remplis d'une écriture fine, les photos anciennes encadrées. Puis j'ai trouvé la lettre. Sur une table basse, posée seule, dans une enveloppe épaisse. Pour Adrien. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Ne sois pas triste. À mon âge, on part doucement, comme une montre qu'on remonte plus. Je n'ai jamais eu d'enfant. J'ai aimé une seule fois, mais la vie a décidé autrement. J'ai vieilli seul, mais pas amer. Ce que je t'ai vu faire, ce jour-là, ce n'était pas un simple geste. Tu as tendu la main sans poser de conditions. Ce lieu, je l'ai rempli de choses que j'aimais. Si tu veux, garde-le. Sinon, vends-le. Rien ne m'obligerait à t'imposer quoi que ce soit. Mais il y a un coffre. Dans le bureau. Il contient quelque chose que j'aurais aimé confier à un fils. Et c'est à toi, maintenant. Je suis resté figé. Quelque chose que j'aurais aimé confier à un fils. Je n'étais pas préparé à ça. J'ai trouvé le bureau. Une pièce étroite, un fauteuil en cuir, une lampe verte, des papiers bien rangés. Et un petit coffre en bois sombre, discret, sans serrure apparente. En le soulevant, j'ai entendu un cliquetis. Il s'est ouvert facilement. À l'intérieur, un carnet relié en cuir, et une montre à gousset en or, gravée à l'arrière. Mes initiales. Mes initiales. Je l'ai tenu dans ma paume, les doigts serrés. Ce n'était pas un don. C'était une transmission. Une décision. Et pour la première fois depuis le début, j'ai senti monter une émotion que je n'attendais pas. Je ne savais pas encore tout ce que ce carnet contenait.
Mais une chose était claire. Georges ne m'avait pas juste laissé une fortune. Il m'avait confié une histoire. Je suis resté dans l'appartement jusqu'à la tombée de la nuit, sans allumer la lumière. Juste moi, le carnet posé sur mes genoux, et le silence dense d'un lieu chargé de mémoire. La montre à gousset dans ma poche me paraissait soudain plus lourde qu'un lingot. Quand j'ai finalement ouvert le carnet, j'ai découvert une écriture élégante, presque calligraphiée. La première page portait la date, 5 janvier 1972. Et en dessous, carnet de vie. Pour ne pas tout oublier. Ce n'était pas un journal intime classique. Plutôt une suite d'instantanés, de réflexions. Parfois une anecdote, parfois une phrase isolée, comme griffonnée dans l'urgence. À travers ces lignes, Georges prenait forme. Son humour discret, sa lucidité, ses douleurs. J'ai appris à reconnaître le silence des gens seuls. C'est un son qu'on n'oublie plus. À 20 ans, on croit que le monde nous attend. À 60, on sait qu'il n'a jamais su qu'on existait. J'ai été amoureux de Camille pendant 12 ans. Elle, seulement 6. C'est déjà beaucoup. J'ai tourné les pages comme on marche dans une maison abandonnée. Et puis, au milieu du carnet, une surprise, un passage entièrement consacré à un inconnu. Moi. Aujourd'hui, un jeune homme m'a aidé à me relever. Adrien. Il ne savait pas qui j'étais. Il n'a rien demandé. Il m'a regardé comme un égal. C'est la première fois depuis longtemps. J'ai eu un fils, autrefois. Ou plutôt, j'aurais pu. Camille est partie sans me dire qu'elle était enceinte. Elle m'a écrit 20 ans plus tard. J'ai une photo. Mais il n'a jamais voulu me rencontrer. Adrien m'a rappelé ce fils-là. Peut-être est-ce injuste pour lui. Mais je veux croire qu'on peut transmettre quelque chose, même tard. Même à un étranger. J'ai refermé le carnet en tremblant légèrement. Il ne s'agissait pas seulement d'héritage matériel. C'était un passage de témoin. Une tentative de réconciliation avec le passé. Le lendemain, je suis retourné à l'étude du notaire. J'avais des questions, et surtout une décision à prendre. Je veux conserver l'appartement, ai-je dit à maître Beaulieu. Pas pour y vivre, pas tout de suite. Mais pour le préserver. Il a approuvé d'un petit hochement de tête. C'est ce que j'espérais entendre. Il m'a tendu un autre document. Il y a un dernier élément. Une lettre que monsieur Lacroix m'a laissée, à vous remettre uniquement si vous décidiez de garder le lieu. Je l'ai ouverte sur place. Bravo. Tu as compris. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait d'histoire. La mienne. Et peut-être, désormais, la tienne. Tu es libre, Adrien. Mais si un jour tu as un enfant, montre-lui cet endroit. Raconte-lui pourquoi tu l'as gardé. Je suis sorti dans la rue, la lettre serrée contre moi. La pluie avait cessé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais la sensation étrange de marcher dans ma propre vie. J'ai passé les semaines suivantes à retourner à l'appartement régulièrement. Au début, c'était presque clandestin. J'y allais tôt le matin, ou tard le soir, comme si j'avais peur qu'on me surprenne à entrer dans un lieu qui ne m'appartenait pas vraiment. Mais peu à peu, j'y ai trouvé ma place. J'ai appris le bruit du parquet sous mes pas, la façon dont la lumière entrait dans le salon à 15 heures, l'odeur du bois ancien. Je n'ai rien changé. Je n'ai pas touché aux horloges, je n'ai pas déplacé les meubles. J'ai simplement commencé à lire. Tout ce que Georges avait laissé. Il y avait d'autres carnets. Une dizaine. Rangés dans un coffre mural, dissimulé derrière une fausse étagère. Il avait tout noté. Ses voyages, ses deuils, ses lectures, ses pensées nocturnes. Mais surtout, sa solitude. Une solitude lucide, assumée, mais douloureuse. Et toujours ce fil rouge, cette absence qu'il n'avait jamais comblée, ce fils perdu. Un jour, j'ai trouvé une boîte à chaussures remplie de lettres non envoyées. Toutes adressées à ce fils inconnu. Georges y parlait de tout et de rien. De la météo, de la politique, de ses souvenirs d'enfance. Comme s'il écrivait à un ami imaginaire. Je les ai lues toutes. Et puis, un soir, j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai pris un de ces carnets vides. Et j'ai écrit. Cher Georges, je crois que je commence à comprendre. Je ne savais pas exactement à quoi je répondais. Mais écrire m'a aidé à sortir de ma posture de témoin.
J'étais devenu partie prenante. Pas héritier, pas successeur. Autre chose. Un relais, peut-être. C'est ce jour-là que j'ai décidé de quitter mon travail de livreur. J'avais de quoi vivre. Je voulais consacrer du temps à comprendre ce legs, à le structurer. J'ai contacté une historienne de l'art spécialisée dans les objets anciens. Elle m'a aidé à cataloguer les horloges, à identifier celles qui avaient une valeur historique. Certaines provenaient du XIXe siècle. Une était signée Breguet. Mais ce n'était pas leur prix qui comptait. C'était leur histoire. Et surtout, ce que Georges en avait fait. J'ai commencé à imaginer un projet. Pas un musée. Quelque chose de plus intime. Un lieu de mémoire vivante. Une pièce où on pourrait lire ses carnets, entendre le son des horloges fonctionner à nouveau. Je les ai toutes remontées, un soir. Une cacophonie magique. Comme si la maison respirait à nouveau. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Camille. Je suis la fille du fils que Georges n'a jamais connu. Je suis resté figé devant l'écran. Le cœur battant. Comme si une porte s'ouvrait. Et j'ai su que l'histoire n'était pas finie. J'ai fixé l'écran de mon téléphone pendant plusieurs minutes. Le message de Camille était bref, poli, presque trop neutre. Elle disait qu'elle avait retrouvé des lettres dans les affaires de son père décédé récemment. Des lettres signées Georges Lacroix. Elle voulait comprendre qui il était. Et pourquoi ce nom revenait si souvent dans des courriers jamais postés. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin d'un moment. Jusqu'ici, Georges appartenait à mon récit, à mon virage inattendu. Soudain, d'autres pièces du puzzle surgissaient, et je n'étais plus seul à porter sa mémoire. Le lendemain, j'ai accepté de la rencontrer. Elle a proposé un café dans le 5e. Une librairie bistrot que je connaissais bien. Camille avait la trentaine, les cheveux bruns tirés en chignon, une manière de parler qui trahissait un mélange d'assurance et de retenue. Elle m'a observé en silence quelques secondes avant de dire « Vous lui ressembliez un peu ». Je n'ai pas su quoi répondre. Elle a sorti une petite boîte de son sac. À l'intérieur, des lettres, des photos, une vieille montre cassée. Mon père n'a jamais parlé de Georges. Il disait juste que c'était un vieux monsieur de son passé. Mais à sa mort, j'ai trouvé ça. Et je me suis demandé, pourquoi lui? Pourquoi ces lettres? Je lui ai raconté tout ce que je savais. La rue de Belleville, la chute, le café, l'appartement, le testament. Je lui ai parlé des carnets, du bureau, des horloges. Elle m'a écouté sans m'interrompre. À la fin, elle a murmuré, il l'a aimé. Même sans le connaître. Et puis, est-ce que je peux voir l'appartement? Je l'ai invitée le lendemain. Elle est entrée avec lenteur, comme on entre dans une église. Elle a posé sa main sur la rambarde du couloir, sur le bord d'une commode, sur une pendule arrêtée. Rien ne lui semblait étranger. Dans le bureau, elle s'est assise dans le fauteuil de Georges, a fermé les yeux quelques secondes. Quand elle les a rouverts, elle m'a dit « Je ne veux pas qu'on vende. Ni toi, ni moi. Je ne veux pas que ça disparaisse. » Je lui ai tendu un carnet. Le premier. Elle l'a pris comme on accepte un héritage. On peut en faire quelque chose, a-t-elle dit. Ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. On a nettoyé, classé, scanné, trié. On a ouvert un petit espace d'exposition, sur rendez-vous, pour que ceux qui le souhaitent puissent découvrir l'univers de Georges. On a même installé une horloge centrale, qu'on a fait réparer. À chaque visite, elle résonne dans l'appartement comme un battement de cœur. Un jour, un enfant a demandé « Qui habitait ici ?» Camille a répondu doucement « Un homme seul, mais qui a tendu la main au bon moment. » Et ça a tout changé. Je me suis retourné vers elle, et j'ai souri. Parce qu'elle disait vrai. Georges m'avait tendu la main, d'abord sans me connaître. Et au fond, moi aussi, ce jour-là, j'avais été un homme seul.